Bienvenue dans Gestion de carrière, face B. Pour découvrir en détail qui sont les personnes que j'interroge, je vous invite à écouter l'épisode 1. Il vous donnera une vision d'ensemble de leur parcours et des différentes casquettes qu'elles portent. Dans cet épisode, on va parler de l'équilibre de l'emploi du temps. Quelle place nos invités donnent-ils et elles à la pratique instrumentale? Quelle place pour l'administratif? Et quelle place pour soi? Après avoir traversé ces questions, on s'arrêtera sur l'aspect social de la vie de musiciens et musiciennes. Quels comportements peuvent être rédhibitoires au point de nous empêcher de jouer avec certaines personnes? Commençons donc par la question qui brûle toutes les lèvres. La pratique instrumentale. Quelle place prend-elle dans l'emploi du temps de nos invités? La pratique instrumentale, c'est vraiment peau de chagrin, Bichette. 5%, 10%. Après, la pratique personnelle de l'instrument, elle est pas très existante, pour la simple et bonne raison qu'il faut du temps pour ça. Aujourd'hui, avec l'emploi du temps que j'ai, je peux pas avoir une pratique hebdomadaire régulière. Voilà, je peux pas me dire que tous les matins de telle heure à telle heure, je vais bosser mon instrument. Voilà, ça c'est impossible, c'est incompatible avec mon emploi du temps actuel. Et du coup, si je veux vraiment faire du travail de fond, il me faut des périodes assez longues où je peux le faire. Parce que je peux pas faire une semaine de tournée, me dire je vais aller bosser 2 heures à mon local. Et puis repartir pour une semaine de tournée. C'est vrai que quand on m'a dit, quand des profs me disaient dans les couloirs de l'EMU, mais profitez bien de pouvoir travailler maintenant parce que vous aurez plus le temps plus tard, ça me paraissait un peu toujours pédant et agiste comme manière de voir les choses. Mais maintenant que j'y suis, je me rends compte qu'effectivement, selon l'emploi du temps qu'on a, on regrette un peu ces moments où on avait cette liberté d'action-là, en tout cas, et sur notre travail instrumental. Bon, vous l'aurez compris, la pratique quotidienne de l'instrument est quasiment absente. Par contre, mes invités m'ont bien parlé de pratique, mais surtout quand il s'agit de préparer un concert. Et puis après, là je parlais de la pratique de l'instrument tout à l'heure, à 5%, parce que c'est vrai que de la pratique un peu désintéressée de mon instrument, c'est-à-dire pas pour préparer quelque chose, voilà, ça c'est devenu vraiment presque anecdotique. Ouais. Par contre, la pratique de l'instrument pour préparer quelque chose, comme je disais aussi tout à l'heure, elle est devenue plus efficace. T'as moins de temps, tu vas à l'essentiel. Ouais. Mais ça dépend, ça fluctue beaucoup en fonction des projets. Ce qui est intéressant, c'est que nos invités n'organisent pas leur temps de la même façon. Et si on regarde l'ENI, c'est surtout l'administratif qui prend de la place. Tout ce qui est de l'ordre de l'admin de façon générale, mais du booking et tout ça c'est bien 50%, un gros 50%. En plus de l'administratif, Chloé, de son côté, inclut aussi la préparation générale du concert. Que tous les concerts, répètes et préparations de concerts et tout le travail administratif qui va avec, c'est peut-être 70%. Jocelyne m'explique que son temps de travail habituel correspond déjà à un 100%. Mais quand elle accepte un projet musical, elle le fait en sachant qu'elle va devoir aller au-delà et travailler presque à 150%. Oui, après si j'ai des projets, ça fait forcément plus. Mais voilà, c'est-à-dire que du coup, ça va prendre sur la vie de famille et ma vie perso, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il va rester un petit peu de temps pour ça. Je choisis bien les projets que je fais, j'en fais moins. Et puis comme ça, du coup, je peux m'investir à 150% pendant une courte période. Et je sais que ça va être supportable. Après toutes ces répartitions, un sujet intéressant est apparu. Bon, et là, je parle de mon temps de travail parce qu'évidemment, il y a quand même un peu de temps libre en plus, mais que j'inclus pas là-dedans. Le temps libre, le temps pour soi. C'est un sujet délicat dans nos vies de musiciens et de musiciennes, mais il était important d'en parler. C'est difficile de s'arrêter. Ça n'existe pas de j'ai fait le travail, je rentre chez moi, j'y pense plus. Mais sinon quand même, j'arrive à décrocher et puis voilà, avec ma fille, avec ma chérie, j'essaye quand même aussi d'avoir du temps de qualité avec eux, donc du temps où je suis avec elle en l'occurrence. Mais je devais beaucoup garder ma fille au début d'année et puis j'avais beaucoup de trucs à gérer. Enfin, j'étais stressé parce que j'avais pas le temps de faire ce que je devais faire. J'essayais de le faire en même temps que je gardais ma fille, mais c'était nul. Ça marche pas parce que un bébé de cet âge-là, il a besoin de 100% de ton attention. Ouais. Et puis même toi, tu te sens con d'être là à côté de ton enfant qui apprend chaque seconde à faire un truc nouveau. Et puis toi, tu regardes ton ordi, tu essaies de faire un truc. Enfin, je me sentais très bête à ce moment-là. Ouais. Et en même temps, je me sentais un peu obligé de faire ça. Ce que j'ai remarqué à travers les témoignages des invités,
c'est que le temps pour soi, on ne le prend pas vraiment par décision. On finit par s'y obliger parce qu'on est épuisé, parce qu'on n'a plus le choix. Et puis quand j'ai commencé à travailler pour Sonar, je travaillais à 150% en fait. J'avais gardé toutes mes activités musicales, plus Sonar, et puis plus l'enseignement. Enfin voilà, du coup ça faisait énormément, et puis je me suis pas mal essoufflée. Et du coup, jusqu'à même un burn-out, en fait, qui était aussi lié à la pandémie, qui était lié à toutes ces remises en question que cette crise a provoqué à l'intérieur de chacune. Ouais. Et puis, du coup, à partir de là, j'ai réduit la voilure. Aussi, j'avais une vie de couple avec une vie de famille. Et ça fait aussi le fait d'avoir besoin de temps aussi pour soi, pour les autres, enfin pour ses proches. Et puis après, pour les différents projets. Et du coup, j'ai vraiment appliqué ce que j'avais appris dans le fait d'apprendre à dire non. Une semaine, on peut pas plus la remplir que ce qu'elle est, et on a besoin de temps pour soi, de temps pour ses proches. Vous l'avez entendu, Jocelyne a évoqué le burn-out. Je profite de ce moment pour préciser que nous y consacrerons un peu de temps dans un prochain épisode. Après le temps pour soi, nous avons enchaîné avec un autre thème, l'impermanence et l'incertitude de la vie de musicien et de musicienne. Qui est très difficile, je trouve, dans ce métier-là, c'est l'impermanence des choses. C'est-à-dire que t'as aucune stabilité de l'emploi du temps. Enfin, c'est-à-dire que tu peux avoir des moments de tournée, des moments un peu importants, clés dans des groupes, de sortie d'albums. C'est souvent ça, les moments clés, en fait. Ouais. Et là, t'es à fond dedans. Enfin, pendant, tu vas voir, je sais pas, sur un mois, t'as 10 concerts. C'est quelque chose de, en tout cas pour ma part, qui est encore très exceptionnel. Et du coup, t'as un changement. Tu passes de tout à presque rien. Chloé, elle, garde 6 jours par semaine pour les concerts, en sachant qu'on ne peut jamais prévoir si la semaine sera pleine justement de concerts, de répétitions, ou alors s'il n'y aura rien du tout. Donc déjà en termes de temps, j'ai 6 jours par semaine qui sont dédiés en fait aux répétitions, aux concerts, etc. Et puis en termes aussi de ce qui prend de la place dans mon esprit tout le temps, c'est quand même davantage les concerts. Ouais. Il y a un truc d'incertitude beaucoup plus grand avec les concerts. Du côté de Jocelyne, qui a plus d'expérience et un peu plus d'années derrière elle, son choix s'est tourné vers la stabilité qui est devenue indispensable. Moi, j'avais besoin à un moment donné de stabilité, c'est pour ça que j'ai postulé pour avoir un 50%. Et puis du coup, cette stabilité, ça m'a amené aussi plus de besoin de courir partout pour être de tous les projets, en fait. Ça a toujours été compliqué parce qu'il y a des périodes de vache grasse, et puis je suis plutôt du côté cigale de la force, donc j'ai pas tellement à faire des réserves. Et du coup, les moments de vache maigre, en fait, c'était plus compliqué. Parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours inégal. Alors j'ai été intermittente, chômeuse pendant de nombreuses années. Et puis ça a permis quand même un petit peu de stabilité. Mais le rapport au chômage, le rapport à l'ORP, le rapport à tout ce système qui comprend pas notre fonctionnement et notre écosystème à nous, m'était devenu insupportable en fait. On a aussi fait un détour par l'enseignement, dont on avait déjà parlé brièvement dans l'épisode précédent, pour voir quelle place il prend dans l'emploi du temps. Je dirais l'enseignement en termes de charge mentale et de temps que ça me prend, c'est peut-être 10%. Les cours, c'est réglé, on a un emploi du temps, on sait que tel jour à telle heure, on voit tel élève. Donc c'est quand même un truc beaucoup plus facile à organiser, et c'est plus facile de se projeter, c'est plus facile de préparer ses cours, parce qu'on sait que les choses sont fixes et régulières tout au long de l'année. Les concerts, on n'a pas une semaine qui ressemble à la suivante et à la précédente. C'est toujours différent. Et puis quand t'es prof indépendant en privé, t'as énormément de souplesse, mais t'as aussi la question du planning qui se pose toutes les semaines, quoi. Ouais. Tu reprends rendez-vous, tu essayes de caler les choses. Moi, j'ai pas 35 élèves, donc c'est facile. Des élèves en individuel, mais j'ai quand même des trous. Donc quand j'ai des trous, je fais de l'admin pour Sonar. Enfin, tu vois, c'est toujours, tout est un petit peu interdépendant. Enfin, tout est interpénétré. Dès qu'il y a une fenêtre, ça permet de faire un peu d'admin.
Voilà pour tout ce qui concerne l'administratif et l'équilibre de l'emploi du temps. Passons maintenant à un autre sujet, le rapport à l'instrument. On pourrait croire qu'en choisissant la musique, on a forcément un rapport organique avec son instrument, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Pour Lénie par exemple. Moi j'ai appris un peu à apprivoiser cet instrument qui est un instrument assez froid entre guillemets, tu vois, c'est des lames en métal, c'est un instrument très mécanique où t'as pas un lien, enfin le son bien sûr t'as un travail du son machin, mais tu le crées parce que tu tapes sur une lame, quoi. T'as pas un souffle, donc c'est un instrument qui a une certaine froideur, je trouve, et une certaine rigidité aussi. Je pense que ma musicalité c'est aussi façonner un instrument. Il y a aussi quand même effectivement un rapport amour-haine dans le sens où c'est aussi un instrument qui, entre guillemets, pourrait potentiellement m'avoir empêché. Non, mais ça m'a empêché. Ça m'a empêché d'avoir une certaine spontanéité dans la musique, dans le sens où tu le transportes pas sur ton dos. Donc, par exemple, les jam sessions, c'était une trop grosse entreprise, tu vois. Il fallait déplacer son instrument, machin. Il y a tout ce côté un peu spontané de l'avoir avec soi quand tu vas chez un pote, machin. Tout ce côté-là de la musique qui m'a manqué pendant longtemps. J'ai appris à faire avec et j'ai appris à ne plus en être frustré. Maintenant, j'ai accepté que c'était comme ça. Pour Chloé et Jocelyne, en revanche, leur instrument est vraiment une extension d'elle-même. Non, alors c'est vraiment naturel quand même. Maintenant, il n'y a pas des moments où je le prends et où j'ai l'impression que je sais plus en jouer ou je sais pas quoi en faire. Ouais. C'est vraiment devenu une extension de ma colonne d'air, quoi. C'est un organe de plus en fait, si je le vois vraiment comme ça. Je me sens libre dessus. Je me sens pas bloqué par l'instrument. Alors là, ça a été un peu particulier parce que je me suis fait voler ma clarinette basse début février. Ouais. Donc il y en a une qu'on m'a prêtée entre temps, qui était quand même pas du tout la même chose que ce que j'avais. Paradoxalement, j'ai l'impression d'avoir assez vite réussi à m'adapter à ce truc-là et à être contente de ce que je pouvais en faire. On a fait ce concert à Cuilly avec Louise, c'était encore cette clarinette basse-là et ça s'est très bien passé. Donc voilà, je suis content. Puis là, depuis lundi, j'ai récupéré une clarinette basse qui était du même modèle que celle que j'avais. Donc là, je me retrouve à nouveau à la maison. Et c'est super, quoi. J'ai fait 3 concerts avec cette semaine et je me sens comme un coq en pâte. C'est hyper agréable. Il y a un aspect qui est super, qui relie en fait par la musique, le fait de jouer. Je sais pas, ça me relie à la vie, en fait, c'est vrai, d'un point de vue même spirituel. Je trouve que c'est une démarche spirituelle que de jouer. Et en fait, c'est dans ce sens-là, oui, alors ça me relie, mais ça m'éloigne pas de la mort, parce que je m'en rapproche de plus en plus. Mais non. Mais c'est vrai qu'après, l'instrument, il m'a sauvée. Je pense qu'il m'a sauvée à des moments où j'allais vraiment mal et où j'étais vraiment dépressive. Et le fait de jouer, c'est ça qui m'a éloignée, si tu veux, de plutôt ma noirceur, en fait. Après avoir parlé du rapport à l'instrument, il était temps d'aborder le rapport aux autres musiciens et musiciennes avec qui l'on peut jouer au cours d'une carrière. J'avais envie de savoir, du côté de Chloé et de Lénie, ce qui, en tant que leadereuse, pouvait être rédhibitoire. Je veux pas travailler avec des gens si j'ai en permanence l'impression de leur devoir quelque chose. En fait, ma seule obligation et mon seul engagement quand j'engage quelqu'un dans mon projet, c'est ce que je lui ai promis à la base. C'est-à-dire, on a un concert là, la rémunération c'est tant, faut être là à telle heure, et il faut repartir à telle heure. Enfin, voilà. C'est un peu le cadre, je le définis comme ça au début. Et puis, s'il y a hébergement, on dormira là. S'il y a train, on va prendre le train ici. À partir du moment où moi, ces conditions, elles sont définies, si derrière, on me fait sentir que quelque chose va pas ou que je dois plus, pour moi, c'est extrêmement problématique. Voilà. Parce que, typiquement, l'hébergement. Voilà. Et si ça vous va pas, moi, les conditions, je les ai définies quand je vous ai engagé. À ce moment-là, vous auriez pu réagir et dire ça me va pas. Et à ce moment-là, moi, j'aurais simplement dit, moi, c'est ce que je propose. Si ça va pas, libre à chacun, chacune de mettre de sa poche pour prendre une autre chambre d'hôtel ailleurs. Voilà. Moi, je propose ça, c'est oui ou c'est non. Et voilà, parce que sinon, on peut pas s'en sortir après si on commence à chaque fois à tout renégocier, tout remodifier. Donc ça, c'est des choses que j'ai pu vivre en tant que leaduse, que je peux observer des fois en tant que side aussi dans certains projets. Ouais. Un autre tempérament qui m'énerve, que j'ai pu déjà observer, c'est
le travail qui n'a pas été fait en amont pour la musique. Et quand ça sort pas en concert, de ne rien dire, de ne pas s'excuser, de ne pas faire de remarques dessus, mais que moi, si j'en fasse une, la réponse que j'en fasse, c'est oui, mais c'est parce que c'est dur. Voilà, c'est un truc qui m'énerve aussi. C'est dur, on le sait, mais en fait, ça fait 6 mois qu'on sait que c'est dur. Ça fait 6 mois que j'aurais pu changer des choses, que j'aurais pu réécrire des choses, et qu'on m'a toujours dit non, je vais travailler à la maison. Mais si à la fin, ce travail n'a pas été fait et que ça marche pas, et que la réponse que j'ai c'est oui, mais c'est parce que c'est dur, ça c'est quelque chose qui me fatigue. Ce qui est délicat dans tout ça quand même, c'est que, alors les avis divergent là-dessus, mais moi, j'estime que quand je fais un projet professionnel, ou en tout cas je fais partie d'un projet que j'estime avoir une durée de vie sur le long terme, c'est important que je travaille avec des gens avec qui je m'entends bien humainement aussi. Slash des amis en fait. Et du coup, on a un peu ce truc difficile à gérer dans le métier qu'on fait, qui est à la fois magnifique et à la fois très difficile à gérer, c'est qu'on travaille avec des amis, la plupart du temps. Et du coup, quand il y a des situations de mauvaise foi avec des amis, ça fait encore plus mal, parce que c'est des fois que j'ai envie de dire, mais sois pas malhonnête avec ta pote, quoi. Surtout que je suis ta pote, donc raison de plus pour que pour que je t'en veuille pas si ça s'est mal passé en plus, tu vois. Et après, de manière générale, mais ça c'est pas lié qu'à la musique en termes de tempérament, juste les propos pas ok, ça me... Oui, bien sûr. Voilà. Donc, si c'est pour sortir des trucs macho ou racistes ou transphobes ou homophobes, je veux pas de ça dans mon groupe, quoi. Il y en a qui sont douillets, il y en a qui ont besoin de confort et du coup qui ont une exigence assez haute. C'est légitime, hein, mais des fois, c'est toi en tant que leader, c'est lourd. Et comment tu gères ça ? Tu fais un peu le dos rond, tu fais de ton mieux, et puis des fois, quand ça te saoule, tu laisses pisser. Et en tant que sideman et sidewoman, est-ce que leur réaction, leur avis restent similaires ? Non, oui et non. Puisque t'as pas la même place, t'as pas les mêmes réactions, mais par contre, ce que j'essaye de faire au maximum, quand je suis en mode à la place d'un side, c'est que je me mets à la place du leader. Et j'essaye de pas trop lui casser les pieds, d'être vachement... d'être chill, quoi, avec ça, de le rassurer aussi. Après, si c'est vraiment chaotique, catastrophique, chaotique, et que tu sens que la personne, elle a pas fait de son mieux, qu'elle s'en fout un peu de l'accueil, machin, là, ça te saoule. Ouais, alors, c'est toujours délicat en tant que side, parce que si je suis dans une situation où je vois quelqu'un dans le groupe qui prend trop de place ou qui fait un truc que moi je considère comme répréhensible, ce sera pas forcément le cas du leader ou de la leaduse aussi. C'est vrai. Donc voilà, et je considère que c'est pas forcément ma place de remettre en place cette autre personne, cette personne. Et du côté de Jocelyne, voici ce qui, en tant que sidewoman, est rédhibitoire pour elle. Le racisme. Mais en fait, de toute façon, ça m'est jamais arrivé. Enfin, pas trop. Quoique, j'ai quand même fait des trucs... Non, c'est pas vrai. Je me suis retrouvée dans des... Ouais, je me suis retrouvée dans un... Je vais pas le citer là, mais je me suis retrouvée dans un ensemble où je vais plus jouer. Et je sais que je vais plus jouer. Et c'est pas tellement lié aux gens qui étaient, mais c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui va pas pour moi. Et c'est lié à ça. C'est lié à... C'est pas, en fait, c'était pas du racisme affiché, mais c'est carrément de l'ignorance de l'autre, en fait. Carrément, l'autre n'existe pas. C'est un peu de l'ordre de l'intuition. Parce que c'est pas aussi... racisme, ça c'est évident. Mais ce que je disais, c'est que si quelqu'un de foncièrement raciste, il va pas s'adresser à moi pour jouer dans son groupe, je veux dire, à moins d'une guerre d'amis. Donc je suis tranquille, a priori. Après, il y a les racistes qui s'ignorent, et ça, il y en a pas mal. Mais ça, c'est vraiment le truc qui passe pas du tout. Puis après, c'est plus... Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est plus une question d'intuition, comme cet ensemble où je me dis « je veux plus jamais ça ». Mais qui est pas forcément... C'est difficile de nommer précisément qu'est-ce qui fait que ça coince. Mais il y a un endroit où c'est pas aligné pour moi. Et puis, des fois, c'est délicat. Et moi, j'ai eu beaucoup de peine à le faire. D'identifier ce non-alignement, en fait, cet endroit où ça colle pas pour moi, de l'identifier, soit, mais après, surtout de le respecter. Parce qu'après, de se dire, non, mais quand même, c'est bien si j'ai ce geek, parce que pour faire tourner la soupe, la marmite, et t'acceptes quand même, en fait. Et ça, c'est... Ouais. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment fait des choix pour ne plus avoir à devoir accepter des choses que j'ai pas envie de faire.
Toujours avec Jocelyne, je lui ai demandé comment elle gérait les remarques inappropriées. On en a profité pour parler des changements qu'elle a pu observer dans les façons de penser. Certains termes qui se disaient autrefois ne se disent plus aujourd'hui. Et elle a vraiment constaté cette évolution. Alors, il y a différentes époques. L'époque actuelle, elle est vraiment différente et elle me fait un bien fou. Enfin, c'est vraiment... Il y a des choses qui sont plus possibles. J'ai aussi plus le même âge, on me regarde plus de la même manière. Ça change aussi avec l'âge. Mais en fait, ouais, je trouve que l'époque actuelle et les choses comme elles peuvent se dire aujourd'hui ou comme c'est possible de le dire, où il y a vraiment aussi des espaces ressources pour le faire, c'est quelque chose qui faisait cruellement défaut quand j'avais 20 ans. Et là, j'étais vraiment une proie. Et du coup, et à cette époque-là, si tu veux, mes réactions, ma façon de faire, ça a été de... Je dis pas que c'est la bonne du tout, mais voilà, ça a été c'était de prendre... c'est-à-dire d'être encore plus lourde que les gros lourds avec qui C'est une technique comme une autre, voilà. C'est, je sais pas, le masque... voilà, non, mais... et puis de tourner en dérision et... parce qu'en fait, mes premières réactions face au sexisme et face au racisme, pour les nommer, c'était vraiment mais ça me faisait sortir de mes gonds. Donc ça vraiment... Et en fait, les réponses que j'ai eues autour de moi, de gens que j'appréciais, c'était « mais t'as pas le sens de l'humour ». Et puis, à force de pas avoir le sens de l'humour, il y a des choses que j'ai un peu écrasées, en fait. Mais pour pouvoir continuer de... Parce que je crois que le projet était plus important pour moi que ces différences de point de vue et du coup, pas que de point de vue, mais du coup, le projet était tellement plus important que du coup, j'ai choisi d'écraser ça, de le souligner quand même à chaque fois, faire un peu de la pédagogie, si tu veux, de la pédagogie, mais de plus sortir de mes gonds parce que ça me prenait trop d'énergie. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est génial parce que des fois, il y a des vieilles habitudes, des vieilles expressions qui ressortent encore puis qui sont tellement plus possibles. Puis aujourd'hui, c'est criant. Et c'est génial. Aujourd'hui, c'est plus moi qui gueule, en fait. C'est leurs enfants ou c'est même leurs potes. En fait, ils disent non, mais attends, ça va, tu peux pas dire ça. Enfin. Bref, les choses avancent. Il y a une amélioration, même si le sexisme et le racisme sont encore là. Et qu'il faut toujours se battre. Et c'est avec cette idée en tête que je conclus l'épisode d'aujourd'hui. Ce podcast a été produit par Sandrina Rakotosa-Fiminaï et habillé par Catalina Monet pour l'AMEF, l'association des musiciennes étudiantes du Flon. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @asso_amef. Un grand merci à Jocelyne Rudasigua, Chloé Marcini et Lénie Torgue pour le partage de leur expérience.